cette première conférence grand public autour des énergies renouvelables et des territoires, conférence que j'anime aux côtés de Christine Bouillot. Bonjour. Comment allez-vous? Bon. Beau démarrage de journée au quorum aujourd'hui. Voilà. Mais ça va venir, je suis certain que ça va venir. Allô, voilà. Ça y est, ça fonctionne. Merci. Donc avec Sud Radio, effectivement, on a fait une matinale ce matin ici au Quorum, comme depuis le début du Monde Nouveau, pour effectivement évoquer tous les dossiers d'actualité et qui sont nombreux sur ces questions d'environnement aujourd'hui. En effet, on les évoquera autour de cette première table ronde. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur l'ensemble de nos supports numériques, la Dépêche du Midi, Midi Libre, l'Indépendant, Centre Presse. Et en direct, vous pouvez évidemment commenter, partager, suivre l'ensemble de ces rendez-vous, cette première conférence. Vous pourrez poser des questions à l'ensemble de nos invités que vous allez nous présenter tout à l'heure, Christine, tout au long de cette rencontre. Avant d'échanger avec nos invités, Christine, je vous propose que nous écoutions Jean Jouzel. Jean Jouzel qui voulait nous faire passer un message, climatologue, ancien vice-président du GIEC, prix Nobel évidemment, un message pour nos interlocuteurs ici à cette table ronde. On l'écoute. Du point de vue de la transition énergétique, les objectifs sont clairement définis. Si nous voulons limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport au pré-industriel, ce qui est souhaitable, eh bien, nous devons atteindre neutralité carbone à horizon 2050. C'est loin d'être gagné, on le voit bien. Actuellement, cette neutralité carbone, il faut absolument, et nous le disons depuis une vingtaine d'années, depuis le 3e rapport du GIEC, qu'il faudrait que, à partir de 2020, les émissions de gaz à effet de serre commencent vraiment à diminuer de façon importante. Disons que pour une neutralité carbone en 2050, il faudrait qu'à l'échelle planétaire, les émissions diminuent de 7% grosso modo chaque année d'ici 2030. Et c'est quand même ce qui a été observé entre 2019 et 2020 suite à la réduction d'activité liée à la crise du Covid. Eh bien, ce que nous dit finalement cette expérience en vraie grandeur de diminution des émissions, eh bien, c'est que la seule réduction de l'activité n'est pas la voie qu'il faut emprunter. Il faut absolument un changement complet de mode de fonctionnement de la société. C'est bien ça l'enseignement. Et malheureusement, nous repartons en 2021 sans modification du mode de fonctionnement de nos sociétés. Les règles de l'OMC sont toujours les règles qui gèrent notre économie. Disons la maximisation des échanges. C'est très clair. Et donc, malheureusement, eh bien, la crainte que nous avions, eh bien, c'est que les émissions, et c'est ce que nous dit l'Agence internationale de l'énergie, les émissions repartent à la hausse au moins jusqu'à 2023. Cette perception d'événements extrêmes plus intenses, soit plus intenses, plus violents, eh bien, c'est ce que les rapports du GIEC anticipaient dès au début des années 2000. Donc, disons que même pour le rythme de réchauffement, c'est celui qui était anticipé dans le premier rapport du GIEC. Les élévations du niveau de la mer qui pourraient atteindre 1 mètre à la fin du siècle, mais être beaucoup plus importantes à la fin du siècle prochain et au-delà, eh bien, tout cela s'était anticipé. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que notre communauté scientifique a anticipé depuis, je dirais, depuis la création du GIEC et même un peu avant. Le rapport Charnay, c'est en 1979. Donc, j'invite vraiment, disons, tout le monde à accorder de la crédibilité à ce que dit cette même communauté scientifique par rapport à l'évolution future de notre climat. Si on parle du territoire des énergies renouvelables, eh bien, une des clés, c'est effectivement l'énergie. Donc, la décarbonation, actuellement, il faut bien avoir en tête quelques chiffres. 2019, nous avons émis 57 milliards de tonnes d'équivalent CO2, 37 ou 38 milliards liés à l'utilisation des combustibles fossiles, les 2/3 largement, plus, mais 70%, à peu près 5 à 6 milliards liés à la déforestation, 1 à 2 milliards de CO2 liés à la fabrication du ciment, on en est à 44-45 milliards
de tonnes de CO2 et on ajoute à peu près un peu plus de 10 milliards de tonnes liées aux autres gaz à effet de serre, le méthane, le protoxyde d'azote. Les chiffres sont là. Donc, bien sûr qu'il faut agir sur les émissions de méthane, de protoxyde d'azote, c'est très important. Donc, disons, cet ensemble agriculture-alimentation a un rôle important dans ces, je dirais, de l'ordre de 15% des émissions, mais on n'arrivera pas à neutralité carbone si nous n'arrivons pas à zéro carbone en termes d'énergie. Donc le problème énergétique, la transition énergétique est au cœur de la transition écologique. Disons que sans sobriété, nous n'arrivons pas. Disons l'efficacité énergétique, c'est faire la même chose avec moins d'énergie, c'est très bien. La sobriété, c'est faire un peu attention à ce qu'on fait, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc oui, il faut aussi de la sobriété, il faut de la solidarité, il faut, et j'y suis très attaché, de l'éducation, il faut que tout le monde regarde dans la même direction, les entreprises, chacun d'entre nous. C'est difficile, mais c'est aussi un véritable défi pour les jeunes d'aujourd'hui. Et c'est un défi, je dirais, attractif, parce que c'est un défi qui fait appel à l'intelligence, à l'innovation, à la recherche. Cette innovation n'a de sens que si elle contribue à cette neutralité carbone. Je crois qu'il faut bien se rendre compte que si on va avoir neutralité carbone en 2050, il faut absolument que chaque investissement d'aujourd'hui, qui serait encore opérationnel en 2050, il y a beaucoup de nos investissements qui seront encore opérationnels en 2050, s'inscrivent dans la lutte contre le réchauffement climatique ou l'adaptation. C'est bien ça là, et c'est bien ça le message qu'il faut donner aussi aux entreprises. Je veux dire, pour la réussir, il faut une véritable vision, et c'est quelquefois difficile. Disons, il ne faut pas se limiter aux échelles de temps d'un mandat électoral pour un élu, c'est clair. C'est donner finalement, oui, souvent à l'élu d'après ou aux élus d'après, le bénéfice d'actions qu'on commence parce que c'est dans la durée. C'est ainsi, mais je crois que nos décideurs politiques se grandiraient s'ils prenaient ce long terme, cette nécessité de tenir compte de l'échelle décennale, et même un peu plus en termes de climat, dans leur disons, stratégie. Et je comprends très bien qu'un décideur politique, c'est son mandat qui est le plus important, mais j'invite vraiment tous les décideurs politiques à tous les niveaux à penser ce long terme. Mais la COP biodiversité est reportée à 2022, ça sera une COP importante. Donc pour les aspects biodiversité, c'est clair qu'il y a beaucoup d'attentes pour 2022. On attend beaucoup de ces rendez-vous, aussi bien pour la biodiversité. Alors pour le climat, il y a quand même un rendez-vous qui reste pour le moment, et j'espère que ça sera le cas en fin d'année à Glasgow. On a une attente d'engagement des États, ça sera, disons, supplémentaire par rapport aux engagements pris dans l'accord de Paris, puisque les engagements pris dans l'accord de Paris, c'est pour la période 2020-2030, eh bien, ne sont pas à la hauteur. Il faudrait les multiplier par 3 pour avoir des chances de rester sur une trajectoire 2 degrés, par 5 pour une trajectoire 1,5 degré. Donc on risque d'être loin du compte. Disons, les engagements de l'accord de Paris seront revus à la hausse, c'est clair. C'est le cas pour l'Europe, par exemple, qui dans la corbeille mettra un engagement de moins 55% à horizon 2030, plutôt que les moins 40% précédemment. Ce sera probablement le cas pour les États-Unis. Mais globalement, ma crainte, mon espoir, c'est que ces engagements soient là et que ce ne soit pas que des engagements. Mais ma crainte, c'est vraiment que, les engagements, disons, cette révision à la hausse des engagements ne soit pas du tout à la hauteur des objectifs affichés dans l'accord de Paris. Panel aujourd'hui sur cette scène. Alors, à ma gauche, Éric Scotto, président et cofondateur d'Acuo Énergie, producteur indépendant français des énergies renouvelables et également auteur de ce livre formidable, Les énergies renouvelables pour les nuls, c'est aux éditions First. À votre gauche, Frédéric Brettard, vous êtes responsable du projet SCWO pour le CNES. Alors, SCWO, ça veut dire Space Climate Observatory. On va voir ce que ça veut dire tout dans un instant. À côté de vous, Florence Lambert, présidente directrice générale de Genvia. Bonjour à vous. À votre côté également, c'est François Gémen, directeur de l'Observatoire Hugo de l'Université de Liège, enseignant à Sciences Po et membre du GIEC. À côté de vous, Dominique Charza, directeur régional d'Enedis.
Languedoc-Roussillon, je précise. À côté de vous, également, Clément Le Gouvelot, qui est au bout du rang. Voilà. Senior Management, vous êtes chez KPMG. On va voir avec vous aussi tout l'accompagnement également. Je salue Fatima da Gloria de Souza, qui est avec nous, qui nous rejoint d'Amsterdam. Vous êtes la directrice du développement durable chez Air France KLM. Et puis, à vos côtés, c'est Louis Drier, c'est le maire de Piolinc en Provence. On dit de vous, et on verra ça dans un instant, vous êtes le maire à énergie positive. C'est tout un programme, autant vous dire. Voilà. Je me tourne vers vous, Eric. Non, François Gémen. Je vous demande de prendre votre micro. Première question. On a entendu là, il y a un instant, Jean Jouzel qui nous interpelle, qui interpelle les États également. Pourtant, il y a eu un rapport du GIEC cet été qui est passé malheureusement un peu inaperçu, peut-être à cause de Lionel Messi arrivant au Paris Saint-Germain, mais toujours est-il que ce rapport est accablant, est édifiant. Comment vous l'avez pris et qu'est-ce qu'il dit surtout de ce qu'on n'a pas fait encore? Merci, bonjour à tous et à toutes. Je ne suis pas sûr que le micro fonctionne. Ça fonctionne. Si, très bien. Effectivement, si on doit poser un constat à partir du dernier rapport du GIEC, c'est qu'il dit deux choses qui me semblent importantes et deux choses qui n'ont peut-être pas, comme vous le dites, suffisamment été reprises dans le débat public. La première chose, c'est que le changement climatique que nous avons engagé est irréversible. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Et je pense que beaucoup de gens s'imaginent encore que si l'on agissait drastiquement pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, qu'il serait possible de revenir 20 ou 30 ans en arrière et de connaître à nouveau le climat que nous avons connu. Ça ne sera pas le cas. Et donc, même si nous arrêtions aujourd'hui toutes nos émissions de gaz à effet de serre, les émissions qui sont dans l'atmosphère ne vont pas disparaître et la température ne va pas baisser, en tout cas pas immédiatement et pas au cours de nos vies. Donc ça veut dire qu'il va falloir nous adapter à ce climat que nous avons transformé. C'est un voyage sans retour. L'autre grande innovation à mon sens du rapport du GIEC, c'est que le délai d'inertie, c'est-à-dire le temps qu'il faut au système climatique pour réagir à nos émissions de gaz à effet de serre, est plus court que nous l'avions anticipé. C'est-à-dire qu'on a souvent imaginé qu'il se produirait l'espace de 2 générations entre nos actions et leurs effets. Ce laps de temps est réduit autour de 10-20 ans. En d'autres termes, nous aurons encore la possibilité de faire l'expérience au cours de nos vies, avant nos morts, des conséquences de nos actions. Et ça me semble important pour motiver l'action. Maintenant, il reste un gros problème, si j'ai encore 2 minutes, c'est le résultat des élections allemandes. C'est-à-dire qu'en tant que scientifique du GIEC, nous étions longtemps partis de l'idée que notre enjeu, c'était de diffuser au maximum la connaissance scientifique et d'essayer d'embarquer tout le monde. Et c'est vrai qu'on se disait parfois que dès l'instant où les gens seraient touchés dans leur quotidien par les impacts du changement climatique, à ce moment-là, il serait possible d'embarquer toute la société. Et donc, on était parti sur l'idée, sur la logique d'une majorité conscientisée qui agirait. Et que voit-on en Allemagne? C'est que dans un contexte de démocratie mature, où la campagne a porté sur les enjeux de fond et pas sur les prénoms des enfants ou les burkinis, où la question du climat a tenu un rôle essentiel, où on a un parti vert extraordinairement structuré et prêt à gouverner, où le pays lui-même a été touché par des inondations catastrophiques cet été, on constate que rien n'a changé en réalité. Et donc je pense que c'est une porte qui se ferme. Et que l'idée qu'il va y avoir un changement produit par une majorité conscientisée, je pense que c'est une idée que nous devons peu à peu abandonner. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de tout, et la démocratie ne se réduit heureusement pas aux élections. Il y a plein d'autres choses, à commencer par la presse et des débats comme celui-ci, mais je pense qu'il faut désormais agir via une minorité déterminée et donc soutenir absolument les entreprises qui veulent agir, les collectivités qui veulent agir, les médias, les grands groupes de presse comme la Dépêche du Midi qui veulent faire des choses. Mais je pense que cette idée d'une sorte de grande majorité conscientisée qui se mettrait tous ensemble en mouvement, il faut que nous l'abandonnions et il faut plutôt que nous travaillions avec ceux qui sont les plus déterminés et ce sera clairement une minorité. Donc on ne peut rien attendre des gouvernements. Je pense qu'on ne peut pas attendre malheureusement grand-chose des gouvernements. La seule chose qu'on puisse en attendre, c'est qu'ils ne mettent pas des bâtons dans les roues de ceux qui veulent agir.
Alors, sur ce rapport et ce constat-là, je voudrais vous poser la question, monsieur le maire, à Piolin. Comment on a vécu finalement cet été 2021 et ce rapport du GIEC? Prenez un micro devant vous, monsieur le maire. Il doit marcher, voilà. Comment vous l'avez... Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Comment vous l'avez vécu? Tout d'abord, avant de répondre à votre question, je veux donc féliciter les organisateurs de ce nouveau monde. Merci. Et surtout, merci aux partenaires, bien évidemment, qui sans eux, ça n'aurait pas pu réussir. Oui, donc si vous voulez, pour répondre aussi donc, à la question du monsieur, nous, pour émettre des capteurs sur l'eau, on nous a pris pour des fous. 2008-2018, 10 ans de combat. Pour mettre 3 éoliennes en autoconsommation sur 3 entreprises qui en consomment directement 1 mégawatt lorsque les éoliennes tournent, on a accepté de les baisser de 120 mètres à 90 à 60 mètres, donc pour qu'elles soient cachées, qu'on ne puisse pas les voir depuis le théâtre antique d'Orange, qui est situé à 8 km. 2005-2015, 10 ans de combat. Et là, nous sommes en train de nous combattre avec la région où nous avons le train, nous avons la gare, nous avons les rails. Le train passe, les TER, et ne s'arrête pas. Et le maire de la commune, au sud de ma commune, le maire d'Orange, fait du stationnement et me dit, monsieur le maire, Piolin-Soir viennent chez moi et ils prennent mes places de stationnement. C'est ce que je vous disais, madame. Ça veut dire que c'est la stratégie des petits pas que vous préconisez aujourd'hui, du territoire, c'est voilà, du cas par cas. J'ai écouté Bertrand Piccard, c'est toutes des petites actions. Dans ces petites actions, il y en a peut-être une grande, je peux vous en donner quelques-unes. On a donc un réseau d'irrigation sous pression. On s'est dit, on a un réseau d'irrigation, pourquoi ne pas y mettre des bornes d'incendie dessus ? Plutôt que d'éteindre un incendie avec de l'eau potable qui est traitée, etc., à 3 € et quelques le mètre cube, pourquoi ne pas y mettre donc des bornes d'incendie qui a beaucoup plus de pression, beaucoup plus de débit? On l'a fait. Sur 90 bornes, on en a 28 qui sont alimentées par ce réseau. On s'est dit, la CNR donc, est produit de l'énergie. Est-ce qu'il ne pourrait pas nous installer des bornes de rechargement électrique? Donc on a été la première commune du Vaucluse à avoir 3 bornes et 4 points de rechargement. Les autoroutes du sud de la France créent des entrées et des sorties, mais lorsque vous voulez faire du covoiturage, il n'y a pas de parking pour mettre les véhicules. Donc ils stationnaient dans le centre-ville et ils prenaient la place des acheteurs devant les commerces. On a créé 30 places de covoiturage sans rien demander à personne. Voilà, donc, et puis lorsque vous créez un lotissement crée un lotissement, 10, 15, 20 ou 30 maisons, il faut impérativement des bassins de rétention pour récupérer les eaux de pluie de surface ou de chaussée. Ces bassins, donc la plupart du temps, sont vides, 3 quarts du temps. Pourquoi ne pas y mettre des pilotis et des capteurs dessus? Et c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, donc, ils sont en société, en coopération. Une grosse société veut s'installer sur la commune, mettre des capteurs sur l'eau. Même les services de l'État disaient, bon, ce maire, il est un peu farfelu. Même dans mon équipe de majorité, vous savez, ce maire des capteurs sur l'eau, l'électricité ne fait pas bon ménage avec l'eau. 2008, une société a relevé le défi, donc je remercie donc M. Eric Scotto, relevé le défi, mais nous lui avons posé des contraintes. On a dit oui, on est d'accord. Au départ, si vous voulez, on demandait un loyer un peu trop important, parce qu'on est quand même gourmand dans les communes, un peu trop important. C'est-à-dire qu'on vous enlève quelques ressources aussi d'un côté. L'amortissement était donc pas suffisamment long. On avait demandé un bouquet, vous savez, comme un viager, on avait demandé un bouquet qui était un peu important parce qu'on s'était dit, et ma majorité de municipales s'était dit, si on n'est pas élu, qui va profiter donc de tout ça? Donc, alors on avait demandé un bouquet, une avance, si vous voulez, sur les loyers. Et on avait demandé aussi pourquoi mes citoyens ne participeraient pas financièrement à l'installation. Pourquoi la commune ne participerait pas? Donc la commune a pris une partie donc, du bouquet et on a investi 200 000 € dans la station Oméga 1. Ça veut dire qu'on surveille comme il faut. Vous comprenez? Donc ma police municipale passe aussi surveiller. Eric Scotto peut-être va pouvoir compléter vos propos en effet, parce que vous avez travaillé. Et en effet, vous illustrez, monsieur le maire, parfaitement la stratégie des petits pas et les contraintes encore que nous subissons en France. Eric Scotto. On a un micro qui ne marche pas. Je vous prête le mien. Voilà, allez-y.
Parce que si vous n'arrêtez pas Louis, c'est un des maires les plus actifs qui existent sur ce parfaitement pays. Donc, sur c'est son et enthousiasme. Donc, évidemment, les on aimerait que tous les élus de France et de Navarre et du monde entier soient aussi motivés et actifs que Louis. Non, Bertrand l'a dit ce matin. Enfin, je vais reprendre Bertrand Piccard. Ce matin, la séquence d'inauguration. Jean Jouzel vient brillamment une fois de plus d'établir le constat. François vient d'appuyer ses propos. On connaît le problème depuis très longtemps, plusieurs décennies. On a les solutions depuis très longtemps. Ça fait 20 ans qu'on pousse partout, puisque Jean parlait tout à l'heure de l'absolue nécessité de s'adresser, enfin d'adresser la problématique de l'énergie. On a les solutions. Aujourd'hui, ces solutions sont compétitives. C'est-à-dire que le moyen le moins cher de produire de l'énergie, ce sont les énergies renouvelables. On se tue à le dire. On a une problématique du prix de l'énergie en ce moment. Le seul moyen long terme de maîtriser la volatilité, c'est-à-dire la différence de prix d'un mois sur l'autre de l'énergie, ce sont les énergies renouvelables, puisque nous nous engageons à vendre à un prix fixe pendant très 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 longtemps. Donc on a tout ça. Donc comment on fait? C'est exactement ce qu'a dit François Jomem tout à l'heure, ce sont les territoires. Ça va se passer au niveau des territoires. La théorie des petits pas ne suffit plus, ça c'est Nicolas Hulot qui le dit. Il faut un plan plus large. Il faut des grands pas, mais on ne peut pas faire des grands pas, puisqu'on l'a dit tout à l'heure. Donc il faut faire multiplier partout ces petits pas. Et ça va venir absolument des territoires, là où les citoyens peuvent agir auprès de leurs élus. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à se mobiliser une bonne fois pour toutes pour le climat, comme on a su le faire pendant la crise sanitaire. Vous imaginez l'effort mondial, parce que ce n'est pas les Français, c'est une problématique mondiale. On a su, dans un temps très très court, se mobiliser. Pourquoi? Parce qu'on voyait la létalité, on voyait les morts qui arrivaient. Et si on cumulait l'ensemble des morts chaque année dus directement au changement climatique, je vous assure que c'est sans commune mesure avec ce qu'on vient de vivre. Donc voilà, pour compléter ce que disait Louis tout à l'heure, c'est réellement au niveau des territoires qu'on va pouvoir impulser ce grand mouvement. On va voir après avec vous aussi tous sur scène ce qu'on appelle le mix énergétique aujourd'hui, où est-ce que l'on en est et vers où on va. Et justement, je me tourne vers vous, Florence Lambert, présidente directrice générale de Genvia. Un mot de votre groupe, de sa naissance, une usine qui sort de terre. Et on parle là très concrètement d'hydrogène. Complètement. Est-ce que vous m'entendez? Alors, attendez, est-ce que vous m'entendez? Alors, je vais vous passer mon micro. Sinon, vous prenez celui de M. Gemel. Je prends celui de mon voisin. Est-ce que vous m'entendez? Alors, est-ce qu'on peut donner du son à Florence Lambert? Du son pour vous parler d'hydrogène? 1, 2, 3. Alors, Christine, peut-être, on va trouver une solution. Alors, on va faire passer les micros. 1, 2, 3. C'est ce que l'on va faire. On est en direct, tout va très très bien. Florence Lambert, allez-y, parlez-nous de tout cela. Donc, pour vous parler de Genvia, qui effectivement est née au mois de mars, donc avec des racines occitanes importantes, puisque ce projet est né d'un meeting, d'une réunion entre mon ancien employeur, la Recherche française, le CEA Tech, qui est présent ici aussi, avec le groupe Schlumberger, qui a une entité à Béziers qui s'appelle, alors je ne le dis encore pas avec l'accent, la Cameron, et puis de la région. Et c'est parti vraiment d'une volonté où on peut imaginer un monde de l'hydrogène, et l'hydrogène contribuera en complément des autres solutions, j'y viendrai tout à l'heure, que si et seulement si on sait le produire à un coût compétitif, parce qu'il faut être réaliste par rapport à un marché mondial, mais surtout sans polluer. Et donc c'est vraiment tout l'objectif de cette société qui va très très vite. On est né au mois de mars, nous sommes déjà plus d'une centaine dans notre écosystème. Notre atelier fonctionne depuis fin août sur Béziers et nous aurons notre première ligne pilote à l'été 2022. Donc c'est vraiment partie de ce constat qu'on peut imaginer ce monde. Vous voyez, j'aimerais bien rêver avec vous. Nous sommes en 2040, 2050. On imagine une électricité, une énergie massivement décarbonée. Au pied des éoliennes ou des champs solaires, il va y avoir des sites de production de cet hydrogène. Et qui va servir à quoi au fond? Qui va servir à stocker l'énergie renouvelable, qui va servir pour la mobilité comme carburant de demain. Alors, on va commencer plutôt en complément des batteries,
Et l'hydrogène viendra plutôt servir les usages intenses quand on a des flottes qu'on veut recharger tout de suite, quand on va vouloir électrifier des bus, des cars, des camions, des trains, et c'est un sujet occitan, mais aussi des bateaux et des avions, alors peut-être d'abord pour des petits courriers. Donc vous voyez, ce monde de l'hydrogène est très important parce qu'il fait basculer le monde de l'énergie vers un continuum. Alors Bertrand Piccard l'illustrait ce matin, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, quand on faisait de l'énergie, on testait des panneaux solaires ou de l'éolien, etc. On restait dans sa catégorie. Aujourd'hui, si on veut avoir une vision à 360 de ce monde de l'énergie, il faut déjà y inclure la mobilité, qui peut être une partie du problème comme une partie de la solution. Et ça, c'est important. Et en plus, l'hydrogène va rajouter en résonance tout le monde de l'industrie. Alors, je ne sais pas si vous savez pourquoi. Aujourd'hui, dans l'industrie, et c'est un marché très important en France, on a souvent besoin d'hydrogène. On le produit, mais ça pollue. On fait du vaporéformage et pour une molécule d'hydrogène, on va en faire 10 de CO2. Donc ça, c'est un des points. Et puis, il y a des industries régaliennes, donc des cimenteries, l'acier. Et en fait, ils n'ont pas d'autre choix que de produire du CO2. Et là, l'hydrogène, ça va aider comme outil de décarbonation, parce qu'on va prendre le CO2, on va produire sur place de l'hydrogène, et on va être en mesure de faire du carburant de synthèse, justement, probablement pour les longs courriers. Je pense que Madame en parlera un peu plus tard. Donc vous voyez, c'est tout un monde qui est en train de basculer. C'est ce que ce matin disait Bertrand Piccard, il n'y a pas une solution, mais des solutions, et l'hydrogène sera une clé de voûte. Alors, pour revenir peut-être sur le projet de Genvia, donc une centaine de personnes qui sont déjà complètement embarquées dans ce sujet. Le projet va reposer sur des fondamentaux qui sont très solides. Donc c'est déjà une technologie qui a été développée depuis plus de 20 ans par le Cevatec, 40 brevets, ce qui nous donne dans le top mondial sur ce sujet. Donc ça va reposer sur son industrialisation sur ce territoire biterrois, donc au sein de la Cameroun. Alors si on dit industrialisation, c'est qu'on n'est pas dans un monde naïf, il faut absolument atteindre des coûts objectifs qui vont être moins de 2 € le kilo de cette molécule d'hydrogène à horizon 2030. Mais c'est aussi d'aller sur toute la chaîne de la valeur pour faire des solutions, parce qu'il ne faut pas juste faire l'électrolyseur, le produire sur Béziers. On va développer des solutions complètes pour ces cimenteries, pour ces aciéries. Et en faisant ça, on va aussi, et c'est toutes nos responsabilités, jouer un rôle de chef de file de cet écosystème, d'embarquer l'amont. Donc ça va reposer sur, par exemple, de la céramique. Donc c'est important parce qu'il y a des savoir-faire qui ne sont pas encore perdus en France. On va embarquer l'électronique de puissance. Et derrière nous, vous voyez, c'est un long marathon, c'est ce que je disais hier au Congrès des régions. C'est un long marathon qui s'offre à nous parce qu'au-delà, vous voyez, de ce produit qui est merveilleux, de ce projet, c'est tout un écosystème qu'on entend vraiment mettre en mouvement autour de cette électrolyse. Dominique Charzat, dans le prolongement, Florence Lambert parlait de rêve, de territoire. Vous aussi, c'est ce que vous incarnez sur d'autres thématiques, avec des projets, là aussi, tout aussi concrets. Oui, j'espère qu'on m'entend. Absolument. On m'entend, merci. C'est parfait. Oui, donc je suis en charge d'Enedis. Enedis, c'est le service public de l'électricité. Donc c'est une entreprise qui exploite le réseau public de distribution d'électricité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on raccorde l'ensemble, une grande partie des énergies renouvelables. 90% des installations d'énergie renouvelable sont raccordées au réseau de distribution d'électricité. Et ce réseau, qui a été conçu pour acheminer l'électricité vers tous les foyers, aujourd'hui est un formidable outil d'échange d'énergie, grâce notamment à ces énergies renouvelables. Quelques chiffres. On a 500 000 installations d'énergie renouvelable qui sont raccordées au réseau de distribution d'électricité et on sent qu'il y a encore un potentiel très important. En tout cas, le réseau est prêt. Le réseau est prêt à accueillir encore plus d'énergie renouvelable et on investit pour pouvoir adapter ce réseau-là. Je voudrais juste vous donner quelque chose qui est quand même très important sur ce sujet-là, qu'il faut que tout le monde ait bien en tête. On a fait une étude prospective à l'horizon 2050 sur ce que sera le modèle du réseau de distribution d'électricité à cet horizon 2050. Et sur la région Occitanie, on aura à la maille de la région Occitanie, plus de 10 heures par jour, près de la moitié du temps, on aura beaucoup plus de production que de consommation. Ce qui permettra, donc la région sera beaucoup plus productrice d'énergie renouvelable que de consommation. Et donc le réseau permettra véritablement de trouver des débouchés à toutes ces énergies renouvelables. Et pour compléter sur ce sujet-là, je voudrais aussi
Et pour donner un exemple des petits pas qu'on peut faire, on a aujourd'hui, grâce à ce réseau, la possibilité aussi de rendre chaque consommateur acteur, que chaque consommateur puisse consommer l'énergie renouvelable lorsqu'elle est produite. Hein, on a déployé un compteur communicant qu'on appelle Linky. Hein, aujourd'hui, 90% des foyers sont équipés de ce compteur. Grâce à chaque consommateur est capable de suivre sa consommation par tranche d'une demi-heure. Hein, donc il y a vraiment une possibilité de pouvoir savoir comment on consomme. Grâce à ce compteur, on est en capacité aussi de gérer ce qu'on appelle de l'autoconsommation. L'autoconsommation individuelle. Hein, les producteurs d'électricité consomment, et il y a une vraie attente, hein, la production, leur propre production, mais aussi de l'autoconsommation collective. Et vous l'avez cité hein, dans votre exemple, hein, c'est-à-dire un ensemble de producteurs et de consommateurs qui, ensemble, eh bien, échangent de l'énergie. Et ça, le réseau public le permet. Donc ça, je voudrais insister sur ce point-là. Je crois que c'est quelque chose de très important à avoir bien en tête. Si on veut vraiment accompagner le développement des énergies renouvelables, il faut aussi que nos modes de consommation s'adaptent à l'intermittence des énergies renouvelables. Et le réseau le permet aujourd'hui. Christine. Alors, on va continuer sur un peu le constat avec vous également, Frédéric Brettard. Alors, on va essayer de récupérer un micro qui marche. Donc, si vous pouvez récupérer le micro qui est là, formidable. Voilà, regardez micros, super. Ça fonctionne, c'est ce qu'on me confirme. Super. Alors, déjà, rappelez votre laboratoire au CNES. Qu'est-ce qu'on y fait globalement et surtout, en quoi vous êtes utile à cette observation du climat ? Alors, ce n'est pas tout à fait un laboratoire, il s'appelle aujourd'hui un observatoire spatial du climat, ou plutôt en anglais, on va l'appeler SCO, Space Climate Observatory. C'est une initiative internationale qui a été proposée lors du One Planet Summit en 2017 et qui est donc peut-être un exemple d'initiative top-down et qui finalement, à force de se retrousser les manches et de réfléchir et d'avoir un territoire d'expérimentation comme la France, et puis on va éventuellement au-delà, et permet de faire des choses très concrètes. Alors, moi je fais partie du CNES, et l'idée de cette initiative, c'était de mettre toutes ces données spatiales, satellites d'observation de la Terre, au service de l'étude du climat. Alors, la recherche s'occupe de cette thématique à partir de ces données satellites depuis des dizaines d'années. C'est un monde à part qui a finalement parfois assez peu de liens avec la société, avec les territoires. L'idée de cet observatoire spatial du climat va être de mettre à disposition ces données au plus proche des territoires, au plus proche des décideurs publics. En quoi, pour qu'on comprenne bien, ces données sont cruciales dans la lutte contre le dérèglement climatique ? Alors ces données sont cruciales et spéciales puisque avec l'augmentation du nombre de satellites, des satellites européens qui tournent en permanence autour de notre Terre, avec la mise à disposition gratuite de ces données sur des sites comme Copernicus, avec la mise à disposition également de satellites privés comme très haute résolution comme les satellites Pléiades, nous avons tout un arsenal de longueurs d'onde qui peuvent nous permettre soit de faire de la 3D très précise à partir du domaine visible, comme les satellites Pléiades, mais également des longueurs d'onde qui nous permettent de voir à travers les nuages et la nuit, comme le radar. Cela permet d'étudier des territoires en mode post-catastrophe, après des inondations, pour faire des constats rapides, faire des cartographies plus long terme, faire des suivis très rapides, tous les 10 jours, d'un même site, et puis et d'avoir également des données, par exemple de l'infrarouge thermique, qui va, sur certaines villes, nous permettre d'avoir une idée des pertes thermiques des bâtiments, et en été et en hiver. Et pour bien comprendre, ce sont des données qui seront particulièrement intéressantes, par exemple, pour Monsieur le maire qui est ici. Alors, ces données, ce sont des données techniques malgré tout, et je dirais qu'à travers cet observatoire spatial du climat, qui fonctionne sur projet, on va aller chercher des consortiums, des acteurs, des utilisateurs qui vont émettre une problématique.
On va les faire travailler avec des laboratoires scientifiques français ou internationaux, spécialistes de cette donnée spatiale, de cette longueur d'onde, de l'algorithmie, et éventuellement des porteurs de services qui feront partie de cet écosystème et qui fourniront du service à ces collectivités, puisque les données spatiales restent quand même un domaine relativement technique, et l'idée est de récupérer de l'algorithmie qui sortent de nos laboratoires français ou autres pour qu'ils soient accélérés au sein de nos structures. Alors vous échangerez forcément tout à l'heure peut-être, mais Clément Le Gouvelot, vous représentez KPMG, vous avez un micro, il fonctionne, j'en suis certain. Oui, vous m'entendez? Absolument, parfait. On vient d'évoquer des données là, qui peuvent évidemment être utiles pour les collectivités et pas seulement. Comment KPMG peut être utile au territoire? KPMG, peut-être pour prendre un prisme un petit peu différent, c'est vrai que aujourd'hui, et pour donner peut-être une note positive, nous on est plutôt côté finance et vérification des données des entreprises à travers notre activité d'audit et d'expertise comptable. Qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui sur des métiers historiques depuis des décennies? C'est que l'extra-financier, donc vous aviez ce qu'on appelle la performance financière, et l'extra-financier prend une place de plus en plus importante pour les entreprises en général. Donc c'est des normes, c'est des règles qui sont passées, on parle de taxonomie, on parle de CSRD, qui vont obliger à l'ensemble des entreprises. Donc Jean Jouzel parlait tout à l'heure de la rehausse des ambitions à 55% pour l'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les entreprises? Ça veut dire que chacun des secteurs, vous avez eu des articles de loi qui sont sortis en juillet, proposés, qui s'appellent le Fit for 55 ou 55 en anglais, pour remonter les ambitions de 40% à 55%. À travers 14 articles de loi qui vont pouvoir, du coup, selon les secteurs, s'appliquer s'ils sont validés par les pays. C'est un signal dont je vous parle qui fait qu'en fait, aujourd'hui, tout ce qu'on discute aujourd'hui, cet objectif de 55% se traduit dans une transformation de nos métiers historiques, métiers d'audit et d'expertise comptable, et une constitution d'une équipe de plus en plus grande sur les sujets sustainability. Qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle d'un territoire? Aujourd'hui, KPMG est présent avec plus de 250 emplacements à l'échelle de la France. Donc KPMG a fait le choix depuis longtemps d'avoir un ancrage territorial important sur la région Occitanie, donc avec Yenergie, avec Chem, pour citer quelques exemples. Mais la façon dont je vois les choses, c'est qu'au fur et à mesure que se développe cette activité de sustainability, portée par Marie Guillemot, qui est vraiment notre nouvelle CEO, qui a l'ambition d'en faire son fer de lance, de pouvoir être un support pour l'ensemble aujourd'hui des entreprises du territoire de la France, depuis Paris, potentiellement demain, depuis les territoires, parce qu'au fur et à mesure que les équipes grandissent. Alors, je voudrais, parce qu'elle n'a pas encore pris la parole, et lui tendre le micro, Fatima Dagloria de Souza, vous êtes directrice du développement durable chez Air France KLM. Alors, s'il y a bien un secteur aujourd'hui qui concentre beaucoup d'attention, on va dire de critiques aussi, c'est bien le domaine de l'aérien et qui subit de plein fouet la crise du coronavirus. Mais qu'est-ce que ça veut dire très concrètement, Fatima, le développement durable au sein du groupe Air France KLM? Ça recouvre quoi exactement? Ok, merci beaucoup. Je vais essayer de m'exprimer en français. Je décris d'abord un peu notre défi comme industrie. C'est vrai qu'on est dans une émergence climatique et notre industrie, au moment, représente plus ou moins 2 à 3% de les émissions globales mondialement. Le problème, c'est que le trafic aérien continue à augmenter toutes les années. Et il y a des industries qui sont capables de décarboner plus vite que notre industrie. Il y a quelques industries qui ont, comme nous, des problèmes à se décarboner. Et ça veut dire que, de notre côté, on a vu ce problème très tôt. On a commencé déjà, ça fait 15 ans. Je sens beaucoup avec Monsieur le maire ici, que ce n'est pas très facile quand on est très dépendant des autres acteurs dans l'industrie de prendre les actions. Tant d'avions, tant de moteurs, tant de carburant, tous les parties. Alors nous sommes très contents que ça commence à accélérer. On a vraiment besoin de voir que cette feuille de route va aller plus vite, comme le dit le monsieur de KPMG. De notre côté, on voit 3 leviers majeurs. Un, c'est la modernisation de la flotte.
chaque avion qui arrive à 25% moins de carburant en utilisation. Ça veut dire moins 25% de CO2. C'est un investissement de 1 milliard d'euros qu'on fait tous les années. Seconde, c'est les carburants d'aviation durable. En anglais, on dit SAF, Sustainable Aviation Fuels. Et là, on a vraiment besoin de faire grandir tant la production et la distribution de cette production aussi ici en France. C'est très important. Et avec cette capacité qui va grandir, on espère aussi voir que les prix vont baisser parce que pour le moment, les SAF sont entre 4 à 8 fois plus chers que le kérosène conventionnel. Ça veut dire c'est une grande importance quand on regarde aussi la compétitivité en dehors de l'Europe, qui ne regarde tant comme nous le développement durable. Un troisième levier, c'est les mesures opérationnelles. Nos pilotes y contribuent à l'efficacité. Ils ont des optimisations des trajectoires avec l'aide de le Air Traffic Control, c'est pas en français, l'atterrissage glissante, le décollage, faire un moteur en partant, mais aussi la réduction du poids à bord. Avec tout ça, juste les copilotages, on a réduit déjà de 4% nos émissions. Et avec le réduit de poids à bord, par exemple, 300 000 de CO2 qu'on a évité. Alors, on fait beaucoup, mais si je me permets encore un peu de temps, on a parlé d'avions électriques, avions à l'hydrogène. C'est important de savoir qu'avions électriques, ils vont venir autour de 2035. Et on aura une capacité d'à plus ou moins de 100 personnes et ils vont pouvoir aller jusqu'à 1500 km. Ça veut dire que c'est une solution pour des vols régionaux. L'hydrogène, pour le moment, on n'a pas la technologie pour comprimer l'hydrogène. Et c'est très important parce que l'hydrogène, c'est plus volumineux, plus lourd. Et ça veut dire que pour le moment, quand ces avions vont arriver, et on les attend avec toutes les certifications, autour de 2045 ou 2050, ça sera plutôt pour le moyen courrier. Et ça veut dire que nous, comme une compagnie qui traverse le monde, on a un réseau mondial, c'est très important de trouver une autre solution, et c'est là qu'entre les carburants d'aviation durable. Éric Scotto, ce tour de table était intéressant, ce premier tour de table, parce qu'il a illustré quand même tout un tas de projets de mobilisation sur le terrain, donc c'est extrêmement positif. Et à la fois, quand on a l'introduction de Jean Zouzel, il nous dit on va quand même dans le mur, quoi. On y va un peu tout droit si on ne se mobilise pas. Qu'est-ce qui fait que finalement ça ne fonctionne pas complètement? Vous appeliez un grand plan de développement des territoires, mais est-ce que ça va suffire à réellement inverser la tendance? C'est sûr que si on continue à parler et non à agir, le mur, on va le prendre tous très rapidement. Donc, comment faire? Comment faire, c'est tous se mobiliser. Ce qu'on disait, c'est au cœur des territoires. Pourquoi? Parce qu'on a une proximité, on est tous, on se connaît, et effectivement, c'est des petits groupes déterminés, des élus, des citoyens, etc. Donc, comment faire? C'est faire passer les citoyens de la position de spectateurs, parfois fatalistes, défaitistes, contestataires, on va en parler, ambitieux, à la position d'acteurs. Les énergies renouvelables, ça fait 20 ans qu'on fait ça, c'est une chance pour cette planète. C'est une chance pour les territoires. C'est le moyen de créer une nouvelle attractivité dans ces territoires, une résilience. Ça se passe localement, ça crée de l'emploi, ça crée de l'activité, ça crée des emplois non délocalisables. Donc, fournir les besoins primaires de notre consommation énergétique grâce aux énergies renouvelables. La mobilité, les électrons verts transformés en hydrogène pour le secteur industriel. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de raconter une nouvelle histoire. Maintenant, par rapport aux contestataires, il y a des contestations, toujours. On est un peu les champions aussi ici. Il y a aussi une récupération politique des énergies renouvelables en ce moment. C'est absolument criminel.
Et je pèse, mais La récupération. La récupération et la contestation gratuite. Pourquoi? Nous n'avons pas le choix. Il faut se mettre ça une bonne fois pour toutes dans nos têtes. Nous n'avons pas le choix. Il n'y a pas d'alternative. En ce qui concerne l'énergie, ce sera les énergies renouvelables. On doit tous faire notre part, prendre notre proportion, que ce soit d'éoliennes, de solaire, etc. Travailler sur la cohabitation, la concertation, la co-construction des projets. Et là, on est en train de raconter une nouvelle histoire et on va peut-être embarquer tout le monde. Après, on peut permettre aux citoyens d'investir, de s'investir avec leur temps, d'investir leur argent, donner du sens à leur épargne. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de transformer ça, cette transition énergétique, en quelque chose de positif. Par contre, nous n'avons pas le choix. Donc, c'est maintenant ou jamais. Et c'est au niveau des territoires que ça va se passer. Je voudrais passer la parole à vous, François Gémen, sur cet aspect-là des choses. On parle du renouvelable, de ces énergies. L'actualité nous ramène terriblement à ce sujet avec l'explosion du prix de l'énergie aujourd'hui. Certains nous annoncent, on nous dit en mars, avril, ça devrait rebaisser, aller mieux. Mais pourquoi ça freine tant? Est-ce que c'est une question politique? C'est un choix qui doit dépasser forcément les territoires? Ça se trouve où le levier? C'est un choix qui doit évidemment aussi dépasser les territoires, c'est-à-dire que bien sûr le territoire est le lieu où l'on peut agir, mais il ne faut pas se cantonner au territoire. Prenons les choses au niveau mondial, on a aujourd'hui un mix énergétique qui est encore carboné à 84%. C'est-à-dire que 84% de l'énergie qui est consommée chaque jour dans le monde, elle est produite à partir du pétrole, du gaz et du charbon. Là-dedans, les énergies renouvelables et le nucléaire représentent autour de 4 ou 5% chacun. Ça veut dire que le défi est gigantesque, parce qu'on a parlé du mur. Si nous voulons nous donner une chance raisonnable d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris, il faut faire descendre cette part des énergies carbonées dans le mix énergétique autour de 0. Il y a 3 façons de le faire. Il y a d'abord la question de la sobriété énergétique, c'est-à-dire de consommer moins d'énergie. C'est quelque chose qui est possible, et on le voit bien, c'est un impératif, notamment vu la hausse des prix de l'énergie pour le moment. Mais il y a plein de pays dans le monde où l'enjeu, c'est de donner accès à l'énergie à des gens, de sortir les gens de la pauvreté. Et donc, la sobriété énergétique, on ne va pas pouvoir la faire partout de la même manière dans le monde. Deuxième possibilité, c'est le nucléaire. Alors là, le nucléaire occupe une énorme place dans le débat public en France, mais il faut bien se rendre compte des possibilités relativement limitées de déploiement du nucléaire dans le monde. C'est-à-dire ça coûte énormément d'argent, ce sont des investissements très lourds, ça vous demande une stabilité politique pour la maintenance et l'entretien des centrales. Personne n'imagine qu'on va aller mettre des centrales nucléaires en Afghanistan, par exemple. Donc on peut discuter, à la rigueur, de savoir s'il faut les maintenir en France ou en Europe, et j'entends bien qu'il peut y avoir des avis divergents là-dessus. Mais la troisième possibilité, avec le plus fort potentiel, c'est évidemment les énergies renouvelables. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est évidemment de réduire les émissions de carbone chez nous, mais aussi de le faire ailleurs, parce que la lutte contre le changement climatique, elle ne va pas dépendre uniquement de ce qu'on va faire en France ou dans nos territoires, mais elle va dépendre de plus en plus de ce qui va se passer en Égypte, au Mexique, en Indonésie, en Chine et en Inde, évidemment, mais aussi dans des pays sur lesquels on n'accorde pas encore assez d'attention. Et donc, des entreprises comme Akuo sont dans un déploiement international et travaillent déjà avec d'autres pays, etc. Mais Enedis, il faut aussi aller construire des réseaux électriques. Et j'ai envie de dire à Enedis, mais ne vous déployez pas juste en France, faites des partenariats avec d'autres pays, parce qu'un enjeu dans toute une série de pays pauvres, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de réseau électrique. Et donc les gens sont encore à se chauffer au bois ou avec des générateurs au fioul qui sont des catastrophes climatiques. Et donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui de projeter notre action climatique aussi au-delà de nos frontières. Le maire de Montpellier, ce matin, sur l'antenne de Sud Radio, pardonne-moi Olivier, mais disait, on est aussi un pays champion du monde de la, on va dire, de la norme. On parlait de la rénovation énergétique, vous parliez de la réduction de la consommation, donc moins de besoins. Est-ce que ça aussi, il n'y a pas des pistes de travail? Est-ce que tous les pays sont égaux sur ce sujet-là? Qui va plus vite, qui va moins vite? Non, bien entendu, tous les pays ne sont pas égaux, simplement parce que pour avoir une norme, d'abord, il vous faut un gouvernement stable et reconnu. Et dans encore à peu près la moitié des pays du monde, vous n'avez pas ce type d'institution politique démocratique stable. C'est une réalité. Et le climat se fiche complètement de savoir si les émissions proviennent de Paris,
de Mexico, de Jakarta ou de Nouakchott. Et donc, il faut pouvoir aussi travailler avec toute une série d'acteurs locaux, et ça ne passera pas forcément par le déploiement de normes. Bien sûr, en Europe, dans les pays industrialisés, la question de la norme est extrêmement importante, pas seulement en tant que contrainte, mais aussi en tant que signal qui est envoyé aux entreprises. Je donne juste un rapide exemple sur un sujet qui n'est pas le nôtre, sur le sujet des véhicules électriques. Toute une série de maires de grandes villes ont annoncé leur souhait de bannir les véhicules thermiques à horizon 2030, 2035, 2040. Qu'est-ce qu'on a vu? Que les constructeurs, à partir de là, se sont dit « Eh bien, c'est terminé le thermique ». On a plein de constructeurs aujourd'hui qui annoncent l'arrêt des chaînes de production de voitures thermiques dans 2 ans ou dans 3 ans. Et donc, les constructeurs ont anticipé la norme et ont été plus vite. Et donc, il faut se rendre compte du pouvoir de la norme comme signal. Souvent, on voit les entreprises comme des ennemis dans la lutte contre le changement climatique. On s'imagine que les entreprises n'aiment pas les normes. En réalité, si les normes sont équitables pour tout le secteur et sont des normes de long terme qui permettent aux entreprises d'anticiper leurs investissements, les entreprises peuvent être partenaires de ces normes. Alors, on a de très très nombreux retours, je dois vous le dire, d'internautes qui nous suivent sur l'ensemble des supports numériques du groupe et qui posent la question suivante. Je voudrais vous la poser, ou peut-être à quelques-uns d'entre vous. Le développement des énergies renouvelables n'est-il pas une utopie qui nous culpabilise, nous, citoyens consommateurs? Et il réagissait notamment, peut-être Eric Scotto, Florence Lambert, ce serait intéressant, ainsi que Monsieur le maire, de répondre à cette question-là, parce que beaucoup de citoyens nous disent, là aujourd'hui, je vous écoute, hein, c'est très positif ce que vous nous racontez, mais vous êtes en train de nous culpabiliser, et moi, citoyen consommateur, j'en ai peut-être pas envie de ce discours. On n'a absolument pas l'intention de culpabiliser qui que ce soit. En tout cas, c'est le ressenti. L'utopie, déjà, un petit peu de sémantique, c'est quand ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on a imaginé quelque chose. Les énergies renouvelables ne sont pas une utopie. C'est en à peine 20 ans, un changement à la fois technologique et économique majeur. On est passé d'énergie et de technologies qui étaient peu matures il y a une trentaine d'années à des technologies hyper matures aujourd'hui et compétitives partout dans le monde. Donc, ça fonctionne. Il ne s'agit pas de culpabiliser, il s'agit d'aider les gens à comprendre. Un petit peu de pub, le quart d'heure pub, c'est pour ça qu'on a coécrit avec tout un tas de gens, des experts comme François Gemem, Florence aussi, qui ont accepté de contribuer à ce livre, Les énergies renouvelables pour les nuls. C'est pas pour dire que les gens sont nuls, c'était juste pour rétablir des vérités et donner des explications. Ce qu'il faut, c'est expliquer, éduquer, faire comprendre sans aucune passion et sans débattre stérilement sur le fait que les choses ont changé. Voilà. Donc on donne cette boîte à outils à tout le monde pour que les gens ne culpabilisent pas, mais s'emparent de ces solutions et deviennent acteurs aussi de cette transition nécessaire. Florence. Oui, complètement. Vous m'entendez? Non. Ça ne marche pas, décidément. Un des éléments peut-être de réponse, Florence Lambert, ça peut être aussi l'emploi, la création d'emplois. Complètement. Moi, j'allais revenir sur le sujet, parce que, alors, non seulement pas utopie parce que ça fonctionne, mais ça doit apporter des solutions à l'ensemble des citoyens. Donc, je vous disais tout à l'heure, Geneviève, ça va très très vite. Et ben, en fait, il y a une raison à ça. C'est que nous nous sommes installés sur ce fameux site de la Cameron et nous avons gagné 3 ans. Pourquoi ? Parce que déjà l'usine était là, alors en plus je suis ravie parce qu'on a l'opportunité de la faire vivre, 100 ans d'histoire industrielle, et de se dire, sur la base de cette histoire, on va construire l'avenir. Donc je trouve ça fabuleux. Et ça va vite parce que tout simplement, on a pu intégrer des personnels qui étaient plutôt focalisés sur le pétrole, sur l'oil and gas, et qui étaient complètement intégrables dans le projet hydrogène du jour au lendemain. Et là, plus de 2 à 3 ans de raccourci par rapport à tous mes compétiteurs. Et puis, ça, non seulement ça donne un sens, alors moi, un peu comme mon collègue Eric, je suis tombée dans les énergies renouvelables toute petite, donc je navigue un peu plus dans cet univers, mais quand je pousse la porte de mon usine, que je vais voir les opérateurs, les techniciens, et qui me disent, moi le soir, je suis contente de parler de mon travail, en fait, je contribue à la planète, et en plus, on a besoin de ma compétence. Très franchement, on ne culpabilise pas et au contraire, on est là tous ensemble pour apporter des solutions. Juste d'un mot, Olivier, lors de ce forum des 3 jours. Pour ceux que ça intéresse, il y a aussi toutes les informations. Il y aura des débats autour des emplois et des métiers, autour on va dire, de l'environnement au sens large. On voudrait vous entendre, Monsieur le maire, Louis Drié, sur la culpabilité. Comment vous avez embarqué vos administrés dans cette aventure qui est la vôtre? C'est pas compliqué, il faut les faire participer.
Voilà, AQOCOP, donc M. Scotto est président de AQOCOP, a ouvert une coopérative et nos citoyens participent financièrement à la construction. La commune a participé aussi financièrement à hauteur de 7%. Et je disais tout à l'heure, ça nous a rapporté donc net d'impôts 9 000 € aux citoyens contribuables. Et aujourd'hui, donc sur ma commune et au département limitrophe, ils ont participé donc au financement de cette centrale. Alors, vous êtes venu, on le dit, vous avez distribué à chacun un dossier de presse très complet, mais je voudrais le signaler parce que c'est quand même intéressant. Je voudrais que vous nous parliez, par exemple, de ce lotissement que vous êtes en train de faire sortir de terre. 40 familles vont s'installer, un lotissement à énergie négative. C'est-à-dire que, comme je disais précédemment, lorsqu'il se fait un lotissement de 40 ou 80 parcelles de construction, il faut impérativement des bassins de rétention pour récupérer les eaux pluviales. Ces bassins, donc, chez nous, ils sont rarement remplis. Et pourquoi ne pas y mettre des capteurs dessus? Donc, au niveau de l'État, vous disiez au début, ben, on met pas si c'est un bassin de rétention, c'est pour stocker de l'eau, on n'y met pas des capteurs. Par contre, si on y met des pilotis et qu'on met les capteurs hors d'eau, on peut. Donc là, il y a une société, et j'avais un petit film qu'on n'a pas pu passer parce que je me suis pris un peu tard, et qui vous montre comment on peut, donc, dans le lotissement, lorsqu'il n'y a pas de soleil ou très peu de soleil, ben, on a un raccordement donc, à Enedis, et donc on fournit. Lorsqu'il y a du soleil, par exemple, en plein soleil, ben, vous mettez votre lave-linge, votre lave-vaisselle, au lieu de le mettre la nuit, et vous consommez. Mais je voudrais que vous nous expliquiez comment vous les avez fait participer, mais vous leur avez vendu du rêve à vos concitoyens, des factures qui baissent, c'était quoi? Enfin, je vous explique. C'est quoi la bonne méthode pour les autres? Simplement, les promoteurs, lorsqu'ils font des lotissements, c'est pour gagner de l'argent. Plus ils en gagnent, c'est pour eux. Nous, si vous voulez, moi, ce que j'ai dit aux promoteurs, et avec mes services, bien évidemment, je ne veux plus voir dans les lotissements, le mercredi ou le samedi, les dimanches, les petits sur la route à faire du tricycle, etc. Je veux que dans le lotissement, il y ait un point, un jardin d'enfants, clôturé, avec un petit tourniquet, un toboggan, etc. Ah, mais vous comprenez, monsieur le maire, mais ça va faire 200 mètres carrés. J'ai écouté, ou on fait comme ça en partenariat, ou on ne fait pas. Je veux qu'au droit de lotissement, plus de 10 maisons, il faut qu'il y ait au droit du lotissement des points d'apport volontaire de reménager au tricycle. Oui, mais qui va payer? Ben, c'est vous qui paierez, vous comprenez? Donc tout ça, donc, il faut que les gens acceptent. Donc vous avez fixé les règles vous-même? Ce sont des règles qui ne sont pas obligatoires. Si nous attaquez, donc alors qu'il faudrait peut-être faire changer les règles de lotissement. Mais je vais vous dire, le dernier lotisseur et ma directrice générale des services dans la salle, je lui dis, écoutez, il faudrait mettre, au lieu de mettre la borne à l'entrée du lotissement, pourquoi la pas du milieu? Vous avez mis que 2 lampadaires, est-ce qu'il faudrait mettre un peu plus de lampadaires et supprimer les lampes sodium par des lampes LED? Vous avez un bassin de rétention, il faudrait le clôturer, votre bassin de rétention n'est pas aux normes, etc., etc. Et il me dit, monsieur le maire, vous êtes malhonnête. Ben, j'ai dit, écoutez, monsieur, tant que vous n'aurez pas d'excuses, je ne suis plus à peine de venir sur ma commune. Et donc, je me suis levé, je suis parti, et il dit à ma DGS, madame, donc maintenant que monsieur le maire n'est pas là, on va pouvoir discuter. Et madame la DGS lui a dit, elle pourrait le dire elle-même, mais monsieur, vous n'avez pas compris. Le maire, donc, a quitté la séance, et tant qu'il n'y aura pas d'excuses. Donc, là, voilà, donc, finalement, il est revenu avec les 17 points positifs. Donc, il faut tenir. Dominique Charza, le maire expliquait comment il avait fait participer ses citoyens. Je sais qu'Enedis fait aussi participer l'ensemble de ses collaborateurs sur ses réflexions autour des énergies renouvelables, évidemment. Oui, on associe évidemment l'ensemble de nos équipes. Je voudrais juste rebondir quand même juste sur ce sujet, comment on fait participer les citoyens, parce qu'il me semble que c'est un sujet extrêmement important. Et je voudrais vous citer un autre exemple qui, à mon sens, est un exemple qui devrait être fait à chaque fois qu'on rénove un bâtiment. C'est un bailleur social à Alès, dans le Gard, qui a décidé de rénover donc ses immeubles. Et à l'occasion de cette rénovation, il a installé des panneaux photovoltaïques sur le toit de cet immeuble. Et il a installé en parallèle également un système d'autoconsommation très simple. Il y a 100 logements, donc 100 locataires. Et ce système d'autoconsommation permet de produire l'eau chaude au moment où l'énergie renouvelable est disponible, c'est-à-dire quand il y a du soleil. Et ils ont associé évidemment l'ensemble des locataires à cette action en les formant quelque part aux économies d'énergie, en les accompagnant. Ça permet à chaque locataire de faire 100 € par an d'économie sur la facture d'électricité.
voilà comment je pense qu'on peut faire associer l'ensemble de la population, hein, l'ensemble des clients au développement des énergies renouvelables. C'est aussi concrètement, ils sont attentifs à leur consommation, ils sont attentifs à pouvoir consommer lorsque les énergies renouvelables sont disponibles et sur leur toit, c'est à côté de chez eux. Et ça, c'est très important par rapport à cette aspiration de produire local et consommer local qui se développe aussi dans nos pays. Peut-être on peut casser, alors je sais pas, un mythe, une confusion. Est-ce que quand on parle d'énergie renouvelable, c'est plus cher? Ben, alors c'est plus cher, ça dépend comment on compare. C'est sûr par rapport à un système très centralisé, optimisé, avec des centrales amorties depuis des années, ça peut être plus cher. Hein. Simplement, au moment où l'électricité est produite, c'est pas cher. Donc tout l'enjeu, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que au moment où l'énergie renouvelable est produite, elle est pas chère. Hein. Ce qui coûte un peu cher, c'est évidemment de la raccorder, de la développer, voilà. Je vous vois réagir avec Scotto, mais sachez que ce sont des questions que nous posent aussi les internautes. Hein, ils veulent savoir exactement la réalité. C'est normal, hein, c'est le vieux serpent de mer, ça, le prix des énergies renouvelables qui est plus cher. Donc c'est normal, effectivement, lorsqu'on a amorti un système centralisé depuis des années, etc., effectivement, tout ça a été financé depuis pas mal d'années, donc on arrive à un prix d'énergie pas cher. Mais vous voyez les journaux en ce moment, vous écoutez ce qui se dit, tout le monde est en train de parler du prix exorbitant de l'énergie qui a explosé. On est dans un système interconnecté, hein, il y a une solidarité, c'est ça aussi, c'est cette solidarité européenne. Donc, juste que les gens comprennent, lorsqu'on fait Piolinc, le projet sur l'eau de chez Louis et ses concitoyens, à ce moment-là, le prix moyen auquel on commercialise, je le dis jamais, mais je vais vous donner une fourchette, c'est entre 55 et 60 euros du mégawattheure. Bon, bah écoutez, aujourd'hui, 55 et 60 euros du mégawattheure, je crois qu'on est très 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 loin du prix du spot, hein, qui atteignait les 170 euros la semaine dernière. Donc, ce fantasme de l'énergie renouvelable chère, c'était vrai il y a 10 ans, ça n'est plus vrai aujourd'hui. Et François a étendu la problématique. Lorsqu'on arrive en Indonésie avec un projet solaire et du stockage, mais on est reçu comme des messies. Avant, c'était le genset, la centrale au fioul. Parfois, c'est 400, 500, 600 euros du mégawattheure. Lorsqu'on arrive avec du 70, 100 euros du mégawattheure maximum sur ces îles-là, avec le stockage compris, c'est-à-dire on fait une énergie de base. Hein, ils ont de l'énergie tout le temps, y compris la nuit. Donc vous voyez que la problématique du prix des énergies renouvelables est derrière nous, une bonne fois pour toutes. Maintenant, s'il ne reste que ça aux détracteurs des énergies renouvelables, il faut bien leur laisser quelque chose, parce que c'est ça. C'est la raison pour laquelle on n'avance pas, la raison pour laquelle on n'avance pas. C'est qu'une société, comme le disait tout à l'heure Bertrand, pour ne pas citer d'autres sociétés françaises, comme Aramco, vous en vendra jusqu'à la dernière goutte. C'est ça leur objectif, c'est de garder la montre, c'est de faire de l'objectif de 2050 le Graal. Excusez-moi, mais nos enfants n'attendront pas 2050. Donc, préparons-nous, si nous continuons dans l'inaction, et ce n'est pas pour inquiéter les gens et être moralisateurs, nos enfants sont impatients, si nous ne répondons pas à leurs attentes, ils se radicaliseront très rapidement. Donc fixons-nous de vrais objectifs, 2030, 2035, 2040 maximum, mais arrêtons de faire de 2050 ce Graal. 2050, à ce rythme-là, nous n'y arriverons pas. Donc, oui, voilà. Ouais. Louis Drier voulait réagir. J'ajoute, avant que vous répondiez, que vous pouvez aussi, on va faire circuler le micro dans la salle, de manière à poser les questions. Il reste une bonne vingtaine de minutes, donc n'hésitez pas à lever la main, et on va faire circuler le micro. Louis Drier, vous vouliez réagir à Monsieur le maire, à ce que vient de dire Monsieur Scotto. Ce que vient de dire donc Éric Scotto, donc président d'AQO, et pour revenir aussi à l'acceptation. Aujourd'hui, AQO, donc, pendant les 3 ans d'installation, il y a eu 2 personnes d'AQO qui sont venues dans le centre de loisirs et dans les écoles pour expliquer qu'est-ce qu'est l'énergie renouvelable, qu'est-ce que c'est l'énergie durable. C'est-à-dire qu'ils sont venus, ils ont fait des maquettes. Et moi, j'ai eu la surprise, lors de mes vœux, d'avoir 3 petites éoliennes en carton, etc., un bassin avec des capteurs dessus, qu'on fait donc, que j'avais devant ma scène, vous voyez. Donc, et ils participent toujours. AQO a aussi mis donc, un parcours pédagogique tout le long donc, des capteurs. Vous voyez, donc, tout ceci, donc, y a pas, et tout ça, c'est l'acceptation, si vous voulez, et surtout aux enfants.
On va passer peut-être, Christine, si vous voulez bien, aux questions de la salle, parce que je sais qu'il y a de très très nombreuses questions, des doigts qui se sont levés. Essayez, s'il vous plaît, que vos questions soient courtes pour qu'on puisse favoriser les échanges et permettre à chacun de poser sa question. Madame, allez-y, je vous en prie. Bonjour, merci pour cette magnifique matinée. Ce dont je voudrais vous parler, nous habitons un village de 600 habitants. Au cœur de ce village, le village est classé, périmètre classé. Nous avons une maison du XVIe siècle avec des murs épais, 1 mètre, en pierre. Nous avons une terrasse en plein soleil. Nous avons du vent de la tramontane. Comment ferons-nous? Nous sommes chauffés au fioul depuis 40 ans. Merci de répondre à ma question. C'est à côté de Prades, dans les Pyrénées-Orientales, à côté de la ville de M. Castex. Alors, c'est du concret de concret. Qui veut se lancer, Eric, éventuellement, sur la... Quelle solution s'offre à eux? C'est l'éternel problème de la norme, des règles, etc. Il faut qu'on fasse évoluer tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a 12 ans, à Perpignan, on avait créé ces tuiles solaires, parce qu'on savait que ce que certains appellent la prolifération des panneaux solaires sur les toitures ne serait pas esthétique. Donc l'idée avait été de créer cette tuile solaire pour rajouter l'esthétisme à la production d'énergie et à la toiture. Maintenant, même si cette tuile solaire est extrêmement belle, elle équipe le pavillon français de l'exposition universelle de Dubaï, et ça sera inauguré demain, donc c'est très beau, c'est très très beau. Néanmoins, il y a des règles. Et donc, comment ça se passe en France? C'est département par département. Les architectes des bâtiments de France sont plus ou moins dans l'acceptation et dans la souplesse. Donc, dans le Vaucluse, on a eu de la chance. On a, avec les architectes des bâtiments de France d'Avignon, on a créé des maquettes, on a co-créé des maquettes avec ces tuiles, et on a installé ces maquettes dans des lycées techniques pour former des futurs poseurs de tuiles solaires. On peut y arriver, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une concertation citoyenne, une volonté, un désir des citoyens d'aller dans ce sens-là et de faire pression quelque part sur les politiques qui sont là aussi pour écouter, fixer le cap. Donc c'est ce travail-là qu'on doit faire pour aller plus vite. On ne va pas assez vite parce que la norme ne suit pas. Florence Lambert, très court pour que je puisse prendre d'autres questions. Elles sont très nombreuses. Oui. Allez-y. Très très court pour être concrète et répondre à votre question en plus de ce que vient de dire Eric donc sur les tuiles. Imaginons sur votre maison, donc évidemment il faudra travailler sur l'isolation. Vous m'entendez pas? Donc il faudra travailler sur l'isolation, sur l'autoconsommation probablement. Donc on peut imaginer de mettre une batterie en local. Et demain, pourquoi pas des systèmes hydrogène? Alors, Genvia va s'adresser plutôt sur des systèmes de forte puissance pour le milieu industriel, mais nous travaillons avec une start-up qui s'appelle Sylphen, qui va développer, j'appelle ça les chaudières de demain. Donc, en fait, on fera de la chaleur, donc sur la base de l'électricité. On pourra, en fait, produire de l'hydrogène en local et faire aussi un petit peu d'électricité quand ça sera opportun, en mode autoconsommation. Voilà, donc les solutions arrivent. Christine. Elles arrivent. Autre question, monsieur. Alain Bornet, je viens de Perpignan, donc je suis porteur d'un projet qui s'appelle le programme citoyen pour les élections présidentielles, pour une raison simple, c'est que je trouve que depuis plusieurs mois, le débat est très bas, et très très bas, et j'espère par mon programme proposer, je crois que d'autres l'ont fait aussi, des actions qui pourront permettre de comprendre qu'une direction, une gouvernance collégiale... On entend, mais quelle est votre question par rapport au débat? Ce n'est pas une question, c'est une proposition de soutenir l'action qui consiste à proposer donc des gouvernances collégiales avec des gens pointus dans vos domaines pour participer à la décision des décideurs politiques. Je crois que si on laisse les politiques travailler seuls, on n'arrivera à pas grand-chose. Si les citoyens s'en mêlent et participent à la décision collégiale, on aura peut-être un résultat plus probant. Je vous remercie. C'est l'illustration de la table ronde de ce matin. C'est exactement ça. Beaucoup de messages. D'autres questions dans la salle? D'autres questions dans la salle, éventuellement. Il y a un monsieur qui lève la main, qui est ici. Le temps que le micro arrive, je voudrais me tourner vers vous, Frédéric Brettard, parce qu'en préparant ce plateau tout à l'heure, vous m'avez dit une chose qui m'a surprise en me disant au CNES, quand on observe, on s'aperçoit qu'il y a aussi beaucoup de solutions. Alors, il y a des solutions parce que... un peu d'espoir, c'est ça qu'on veut entendre de votre part. Oui, alors il y a de l'espoir. Alors pour les technologies spatiales, bien sûr, vous savez que c'est en fort développement, c'est plus étatique, il y a plein d'acteurs au niveau mondial, donc on a des choses vraiment très intéressantes. Alors évidemment, ça peut paraître encore un petit peu technique et éloigné des territoires, mais enfin c'est de moins en moins le cas. Alors bon, bien sûr, il y a ce que le CNES porte, enfin qui a été initiateur, mais il y a surtout tout un écosystème
d'entreprises plus ou moins grandes qui vont travailler, qui vont aller chercher toutes ces données disponibles gratuitement et qui vont aller les intégrer dans des systèmes alors, qui peuvent aller d'une algorithmie simple jusqu'à des systèmes d'intelligence artificielle pour aller étudier le passé et prévoir, eh bien, avec un certain nombre de précurseurs, prévoir des catastrophes ou alors prévoir des inondations, prévoir et améliorer des systèmes d'aménagement du territoire. Monsieur, votre question. Alors, oui, bonjour. Bonjour. Je vous présente Monsieur Le Chat, chargé d'études chez Beoga, une start-up montpelliéraine. J'aimerais juste, alors pas vraiment poser une question, mais réagir aux propos de Monsieur Scotto, que je trouve un peu dommageable sur le fait que c'est le moment d'agir maintenant, que les citoyens n'agissent pas. Je trouve un peu dommageable qu'on ne mette pas en lumière les actions qui sont déjà faites par certains citoyens, par certaines collectivités. Je prends l'exemple d'une commune dans le Gard, le Kellar. Je pense que ça dirait quelque chose à M. Charza qui était présent au lancement de ce projet d'autoconsommation collective. Et donc, on peut montrer que des citoyens, des collectivités peuvent se mobiliser pour avoir des innovations. Sur ce projet, on a la première communauté énergétique en France qui a des batteries stationnaires, qui a un véhicule qui est possible de décharger dans le réseau. Et donc, je trouve que c'est un peu dommage de ne pas mettre ça en lumière actuellement. Éric Scotto. Il n'y a rien de dommageable, ce n'était pas une volonté de notre part. Là, le propos, c'était l'action de l'entreprise, c'était justement de mobiliser et de motiver les entreprises à agir de plus en plus dans cette voie-là pour faire des choses à grande échelle. Mais bien entendu, l'ensemble de ces initiatives, elles sont absolument nécessaires, puisque ce que je disais tout à l'heure, c'est dans l'éducation, c'est dans la sensibilisation, et c'est chacun doit faire sa part. Donc nous soutenons toutes les actions citoyennes. Et s'il y avait plus d'actions citoyennes, je vous assure que notre entreprise se porterait mieux, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression de se battre contre un puissant fond. Donc on a besoin, et d'ailleurs notre fondation soutient parallèlement les actions citoyennes. Donc vous avez raison de le dire. Je m'excuse auprès de la table dans son intégralité si notre propos n'a pas été dans ce sens-là. Mais ce que disait François tout à l'heure, c'est tous les citoyens doivent agir. Donc ce n'est pas une question économique, c'est une question de bon sens et de travail pour le bien commun. Donc félicitations à toutes les initiatives citoyennes qui sont absolument nécessaires, et vous venez de prouver que ça fonctionne aussi, donc pourquoi s'en priver? Une question, madame. Levez-vous, je vous en prie. Oui, merci. Je remercie tous les intervenants pour un magnifique panel. La question que j'aimerais vous poser, j'aimerais vous entendre sur la question du transport international des biens marchands. Parce que c'est très bien que nous utilisions des énergies renouvelables ici pour produire moins de gaz à effet de serre notamment, mais si nous importons des produits, même s'ils ont été produits dans les mêmes conditions, à supposer qu'on importe depuis l'autre côté de la planète un produit qui a été produit lui aussi avec des énergies renouvelables, le fait est que le transport maritime contribue largement aux émissions de gaz à effet de serre. Et je n'ai entendu personne évoquer la question du commerce international. Comment est-ce que vous le placez dans le plan d'ensemble? Alors, François Gémen, je ne sais pas sur cette question cruciale, effectivement, puisque la planète aujourd'hui chauffe légèrement à cause de la reprise économique, évidemment. Bien sûr. Alors, il faut se rendre compte qu'effectivement, aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre, elles sont calculées sur une base territoriale. Ça veut dire qu'on inclut dans les émissions de la France les biens et services qui sont produits sur le territoire français. Or, si on veut dépasser cette comptabilité et si on veut intégrer, je dirais, l'empreinte carbone globale de la France, il faut réaliser que 40% de cette empreinte carbone, elle provient des émissions importées, c'est-à-dire de biens qui sont produits ailleurs qu'en France et consommés sur le territoire français. Ça veut dire que les émissions de gaz à effet de serre de la France, si on inclut les émissions importées, elles font un bond de 70%. Et ça permet un peu de relativiser le discours qu'on entend beaucoup, oh là là, mais la France ne représente que moins d'1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et donc pourquoi est-ce que c'est nous qui devrions faire un effort? Notamment parce que les émissions importées représentent une énorme part des émissions françaises. Et puis il faut aussi dire qu'il y a les émissions exportées, c'est-à-dire que toute une série de multinationales françaises produisent ailleurs qu'en France toute une série de biens qui sont très carbonés. Et donc c'est le premier élément sur lequel je veux insister, c'est qu'on a volontiers tendance à faire produire ailleurs que chez nous toute une série de biens consommés en France qui sont très intensifs en carbone.
Et puis alors, il y a le coût du transport aérien ou du transport maritime. Le transport maritime, c'est à peu près 2% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Le fret aérien, on est sur un peu moins de 1%, donc je ne parle pas des passagers ici. Et donc, effectivement, ça peut paraître un relativement petit poste, mais évidemment, il faut aussi l'intégrer. Et il y a des solutions qui existent aussi sur le transport maritime. Il y a de plus en plus des solutions à voile, notamment, qui se développent. Et donc, ce n'était pas le thème de cette table ronde, mais il y a aussi plein d'initiatives nouvelles qui se développent dans le secteur du transport. On les a un peu évoquées pour le secteur aérien. Ça existe aussi dans le secteur maritime. Et vraiment, je vais insister sur le fait que ce forum, ça s'appelle le Monde Nouveau. Et donc, on a eu aujourd'hui, je dirais, un petit aperçu de toute une série d'initiatives, de projets qui construisent et qui tracent les contours de ce monde nouveau. Mais il ne faut pas être naïf. À côté de ce monde nouveau, il y a aussi le monde ancien. Et le monde ancien va faire tout ce qu'il peut pour résister à l'avènement du monde nouveau. Ils vont essayer d'aller chercher chaque pépite de charbon, chaque goutte de pétrole, chaque élément de gaz pour l'extraire de la planète et essayer de le vendre. Et donc, il ne faut pas minimiser les résistances de ce monde ancien. Et c'est pour ça vraiment qu'on va avoir besoin du soutien, évidemment, des initiatives économiques et des entreprises comme celles qu'on a vues ici. On va avoir besoin du soutien des citoyens et des jeunes qui doivent continuer à aller dans la rue et à faire grève. On va avoir besoin du soutien des citoyens qui doivent donner des indications politiques, notamment au moment des élections. Quels sont les candidats qui représentent la vision d'avenir de ce monde nouveau et quels sont ceux qui représentent le monde ancien? Tout le monde doit pousser, il va falloir pousser très, très, très fort pour que ce monde nouveau advienne, parce que le monde ancien a de la résistance. Florence Lambert, très court, il nous reste 3 questions. Merci beaucoup. Et 10 minutes, allez-y. Très court aussi, pour rester sur la solution, en fait, très concrètement, le monde naval s'oriente aussi vers l'hydrogène, alors soit sous forme hydrogène, soit sous forme d'ammoniac. Alors, ça s'accélère, et justement, la technologie Genvia, alors je ne voulais pas vous perdre en vous parlant d'électrolyse, mais le fait de partir très vite sur une gigafactory à Béziers fait qu'on pourra adresser aussi ce segment de piles à combustible pour le naval. Donc, horizon 2030 pour Genvia, et ce qu'il faut produire pour alimenter un cruiser, c'est 50 MW, hein, donc on sera en mesure de le produire sur Béziers, 2030. Réponse aussi de Fatima pour Air France KLM. Merci. Sur le transport. C'est vrai, c'est très important. Et avec les nouvelles règles a parlé monsieur de KPMG, nous aussi comme compagnie, c'est très important de regarder, quand on parle de réduction de carbone de carburant, on parle de tout le cycle de vie. Ça veut dire qu'on regarde avant et après tout le cycle de vie. Et avec la nouvelle règle, ça veut dire que c'est pas juste nous, notre émission, mais aussi tous les autres, il faut les mettre dans notre rapportage. Alors de plus en plus, on regarde pas juste notre production, notre action, mais aussi tout ce que se passe dans ce que s'appelle value chain. Allez, on prend les questions dans la salle. Il y a une question de ce côté-ci, madame. Est-ce que vous avez un micro? Oui. Ah, pardon, excusez-nous. Allez-y. Allez-y, madame. Donc, pour reprendre peut-être sur le monde nouveau et le monde ancien, j'aimerais poser une question au sujet des projets routiers, des grands projets routiers, et notamment prendre l'exemple de Montpellier qui a les projets de méga périphériques comme le Lien, comme le COM, comme l'ADEME, qui représentent des centaines de millions d'euros d'investissement. Et ces projets, c'est des projets du siècle passé qui vont augmenter les émissions de gaz à effet de serre, qui vont inciter la pratique de la voiture individuelle et qui vont avoir des conséquences désastreuses sur la biodiversité et l'environnement. La question que je me pose, vous avez parlé des petits pas, vous avez aussi parlé des territoires. Je pense que ces projets routiers, c'est des grands pas dans la mauvaise direction. Et je voudrais savoir quel est votre point de vue par rapport à ces projets routiers, sachant que de plus en plus de collectifs demandent des moratoires par rapport à ces projets routiers. Olivier, qui veut répondre à cette interpellation sur un sujet, on va dire, de transport? François Gémen. Je ne connais pas la réalité, évidemment, du territoire, mais c'est très clair. Tout nouveau projet de développement routier, aujourd'hui, c'est un projet du monde ancien. Tout nouveau projet d'exploitation d'énergie fossile, aujourd'hui, de prospection d'énergie fossile, c'est un projet du monde ancien. Et donc, il faut arriver, je crois, à les interdire tout simplement. La question. Question, madame. Madame. Rapidement, votre question. Oui, bonjour. Bonjour. Toujours sur le monde nouveau. Mettez bien votre micro parce que sinon on vous entendra pas. Toujours sur le monde nouveau, est-ce qu'il n'y a pas un problème sur le fait de décorréler complètement cette production d'énergie effectivement qui augmente et cette production d'énergie décarbonée et l'utilisation qu'on en fait effectivement en termes
de destruction de l'habitat humain, de destruction de la biodiversité, de justice sociale, nos impacts sur la santé, et effectivement de relier uniquement cette production d'énergie à ces impacts climatiques avant tout. Qui veut répondre à cette question de l'utilisation de cette énergie dite propre, quelque part? Qui veut se lancer? Monsieur le maire, allez-y. Ce que je veux dire, c'est que chaque projet, s'il n'est pas partagé, il y aura de l'opposition. Et aujourd'hui, par exemple, sur ma commune, il est question d'installer un méthaniseur. Vous savez ce que c'est qu'un méthaniseur? Puisque donc l'année prochaine, il faudra impérativement collecter les biodéchets et les végétaux. Et donc ce méthaniseur fabrique un digestat qui est un engrais. Mais il va aussi dégager du méthane. Et ce méthane, donc il y a une convention avec GRDF pour réinjecter le méthane qui est produit par le méthaniseur dans le réseau Gaz de France. Donc là c'est plus donc, du forage. Ben, ça, c'est mal accepté. Est-ce que ça soit mauvais? Combien de transports, etc., etc. Donc il y a tous ces points-là. Éric, Scotto. Décidément. Je voudrais juste compléter, puisque votre question, elle est absolument fondamentale. La course en avant vers la production sans cesse de plus d'énergie, ça n'est juste pas possible. Je prends un exemple, Internet, les data centers, etc. Vous voyez, c'est devenu aujourd'hui le premier émetteur de CO2 au monde. Ça, plus qu'un pays, plus que les plus grands pays. C'est colossal. Donc la première des choses, et on ne l'a peut-être pas assez dit, donc redisons-le une fois de plus, c'est la sobriété énergétique, c'est changer nos comportements, c'est mettre en place des applications. Je prends le truc tout bête, souvent, il y a quelques années, il y a la problématique de l'obésité, on s'empâte, on ne fait pas assez d'efforts, etc. Il y avait un truc tout bête, je prends toujours cet exemple, un presse-citron. Un presse-citron. C'est quand même sympa de presser son citron comme ça à la main, là, puis ça fait travailler un petit peu la main, c'est pas mal, c'est un petit peu d'effort. Vous imaginez, on a tout électrifié. On a tout essayé de proposer, en fait, post-après-guerre, un monde complètement électrique, complètement automatisé, etc. Donc aujourd'hui, je suis complètement dans la lignée de ce que vous dites, c'est il faut d'abord aller vers cette sobriété, mieux contrôler tout ça, et surtout pas se lancer dans une course effrénée à la production d'énergie. Monsieur Charzin, allez-y. Juste un petit complément. Évidemment, je partage cette nécessité de mieux maîtriser sa consommation et de mieux savoir comment on consomme. Je voudrais juste ajouter un petit point. Les énergies renouvelables, aujourd'hui, produisent principalement de l'électricité. Or, on voit qu'on a quand même un besoin de décarboner nos usages et que l'électricité est une solution pour décarboner. On parle de la mobilité électrique, de la mobilité, on parle du chauffage. Il y a beaucoup d'usages où l'électricité vont permettre effectivement de décarboner. Donc, il faut avoir ça en tête. Le développement des énergies renouvelables va accompagner aussi des besoins plus importants d'électricité qui est quand même une réponse efficace au problème de carbonisation de nos usages. On prend une toute dernière question avant de clôturer cette table ronde. Madame. Oui, bonjour, merci à tous. En fait, ma question, elle me semble centrale, mais on parle beaucoup d'énergie renouvelable. Quand on écoute les discours de Jean Covici sur le renouvelable, en fait, ces 15%, ils se sont additionnés à notre consommation actuelle. Et en fait, pour moi, le vrai point, c'est déjà les 15%, pourquoi ils ne se sont pas substitués, mais additionnés. Et surtout, le vrai point, c'est 85%, c'est de l'énergie fossile, en fait. Et aujourd'hui, en fait, on est là en train de parler de 15% de l'énergie. Et comment on fait pour transformer ces 85 en zéro, de diminuer les 100% peut-être en 80, avec de la sobriété, et comment le renouvelable s'inscrit dans une réalité des choses. Parce que, comme vous l'avez dit, le monde ancien, il est encore là. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'est pas si ancien que ça, et qu'il est assez actuel. Et voilà. Et il fait de la résistance. Voilà. Et moi, ça me fait très peur. Alors, votre question est parfaite parce que ça va nous amener. François Gémen, vous avez commencé ce débat. On voulait répondre avec cet en tout cas, étonnement qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à redescendre à zéro. Effectivement, c'est vrai que moi-même, parfois je suis parfois un peu, je ne vais pas dire désespéré, mais en tout cas déçu et désolé de voir que même en France,
ça reste encore si compliqué. Et j'entends que ce le soit évidemment dans d'autres pays, y compris dans des pays qui n'ont pas encore de réseau électrique. Donc je vous fais un nouvel appel du pied Enedis pour vous développer à l'étranger. C'était assez clair, oui. Mais je pense qu'effectivement, il y a aujourd'hui des résistances qui sont extraordinairement fortes, qui sont des résistances qui prennent la forme de lobbies industriels, aussi de lobbies médiatiques. Il ne faut pas se le cacher, les médias ont un rôle très très important à jouer en termes de ce qu'on appelle la contagion culturelle, c'est-à-dire de faire basculer les opinions. Il y a encore énormément de gens, et je suis très frappé de voir comme c'est le cas singulièrement en France par rapport à d'autres pays, qui restent tournés vers le passé plutôt que vers l'avenir. Et je suis très frappé parfois de la tendance qu'il y a en France à considérer que les meilleurs jours du pays sont derrière lui plutôt que devant lui. Et donc c'est vraiment aussi une question d'optimisme et de confiance en l'avenir. Et si on veut le faire arriver, le faire advenir, je pense que vraiment, comme je le disais, il va falloir pousser très très fort, mais il va falloir aussi avoir confiance et soutenir ceux qui font advenir ce monde nouveau, parce que comme vous le dites, ce monde qu'on appelle ancien, c'est encore largement le monde d'aujourd'hui. Et comme je le disais, ceux qui font advenir ce monde nouveau aujourd'hui, c'est une petite minorité de gens très déterminés, mais on a vu aussi dans l'histoire qu'un certain nombre de grandes batailles sociales, qu'un certain nombre de droits humains ont été conquis par des petites minorités très déterminées qui ont su faire la bascule. Merci à vous, François Gémen. Merci à tous pour cette participation à cette table ronde. Olivier, ça continue cet après-midi, les débats. Absolument. Merci à vous, Christine. Merci. D'avoir été à cette table ronde également. Ça continue cet après-midi. Je vous donne rendez-vous à 13h30 pour notre table ronde Science et Santé à suivre en direct sur nos supports numériques et ici, dans cette salle, au Quorum, pendant 3 jours. Merci beaucoup. Merci.